Bonjour tout le monde. Alors après avoir vu dans le cours O1 comment fonctionne un organisme animal avec l'exemple de la vache, nous allons dans ce cours O2 étudier comment fonctionne un organisme végétal, plus précisément un organisme végétal angiosperme. Alors chez les végétaux, il y a plusieurs groupes, par exemple les fougères, les coniférophytes ou encore les angiospermes. Alors les angiospermes, qui sont ici notre objet d'étude, ce sont les végétaux qui possèdent des fleurs. Alors les fleurs, ce sont des structures qui contiennent des pièces stériles, le périanthe, à savoir sépales et pétales, et des pièces fertiles, ça veut dire là où sont fabriquées les gamètes. Alors les pièces fertiles, ce sont les étamines, où sont fabriquées les gamètes mâles au sein du pollen, et ce sont les carpelles, les pièces femelles, où sont fabriquées les gamètes femelles, qui sont ces gamètes femelles au sein de structures qu'on appelle des ovules. Après fécondation, les ovules donneront des graines. Chez les angiospermes, les ovules et les graines sont donc protégés dans des carpelles ou récipients clos. Alors un carpelle, c'est fait de trois parties. C'est fait d'un ovaire, où il y a les ovules et les graines qui est renflé, d'un style et d'un stigmate, l'endroit où sont réceptionnés les grains de pollen. Alors dans une fleur, les carpelles, il peut y en avoir un seul, il peut y en avoir plusieurs mais qui ne sont pas soudés, comme ici. Quand je coupe un carpelle, je vois justement les ovules en coupe. Ou, et c'est souvent le cas, il peut y avoir plusieurs carpelles mais qui sont soudés, comme ici. Là, quand on coupe, on voit qu'il y a trois carpelles. L'ensemble des carpelles, ça s'appelle le pistil. Donc, c'est ce qui est représenté ici et ici. Par abus de langage, quand il y a un pistil avec plusieurs carpelles, on appelle ça l'ovaire. Il faudrait dire les ovaires, les styles et les stigmates soudés. Mais c'est un petit peu sans intérêt. Une fleur, après fécondation, va donner un fruit. C'est ce qu'on voit ici. Donc, l'ovule après fécondation va donner la graine. Et l'ovaire qui entoure l'ovule va donner après fécondation donc le péricarpe du fruit. L'ensemble péricarpe plus graine, c'est ce qu'on appelle justement le fruit. Les angiospermes, qui sont des végétaux fondamentalement aériens, ont une morphologie typique. On y distingue un appareil reproducteur, à savoir l'ensemble des fleurs, et un appareil végétatif, l'appareil racinaire, l'ensemble des racines, l'appareil collinaire, l'ensemble des tiges portant des feuilles. De la même façon que dans le cours O1, on avait pris un animal d'étude précis, à savoir la vache, on va dans ce cours O2 prendre une famille d'angiospermes précise, à savoir la famille des fabacées. C'est la famille du trèfle, de la luzerne, du petit pois, du haricot, du mimosa, du genêt, etc. Alors pourquoi les fabacées? Parce que c'est la deuxième famille la plus cultivée en France, après la famille des poacées. Et dans cette famille, il y a le trèfle et la luzerne, la reine des plantes fourragères, donc qui est bien utilisée en agronomie. Alors les fabacées, cette famille, quelles sont ses caractéristiques? La première caractéristique concerne sa fleur, à savoir sa corolle, elle est papillonacée. Donc c'est totalement typique avec un étendard, deux carènes et deux ailes. C'est un vocabulaire qui n'est pas à retenir, mais ça nous montre que cette fleur est zygomorphe et totalement typique dans son aspect. D'ailleurs, la famille des fabacées, on l'appelait avant la famille des papillonacées. Et son fruit est aussi totalement typique. Son fruit, c'est une gousse. Ça veut dire un fruit sec qui dérive d'un seul carpelle, dont les graines sont à la queue leu-leu. Là, on voit bien de toute façon qu'en Écosse des petits pois ou quand on regarde un haricot. Et à maturité, ce fruit s'ouvre selon deux fentes de déhiscence. Ça, c'est totalement typique des fabacées. On le voit ici sur le fruit du genêt, ou encore une fois quand on écosse des haricots. L'appareil végétatif des fabacées a aussi certaines particularités. C'est ce qui est ici concernant l'appareil végétatif en bleu. Donc les feuilles sont composées, ça veut dire avec des folioles. Les folioles peuvent être transformées en vrille, parfois. Et puis il y a présence de nodosité racinaire. Voyons maintenant le plan que l'on va suivre avec ce cours sur les fabacées. Donc on a déjà un premier objectif, c'est de présenter les trois grandes fonctions vitales des angiospermes, qui sont les mêmes que chez la vache. Les fonctions de nutrition, les fonctions de relation et les fonctions de reproduction. Au passage, on fera le lien avec le milieu de vie, qui est un milieu de vie aérien, comme pour la vache, avec ses contraintes, comme la faible disponibilité en eau, la faible viscosité, la faible densité, les fortes variations de température. Et on fera aussi le lien avec le mode de vie des angiospermes, qui est un mode de vie fixé, très différent de celui des animaux qui peuvent se déplacer, par exemple pour se reproduire ou pour aller chercher de la nourriture. Dans une dernière partie, on justifiera l'intérêt de l'objet d'étude fabacée, puisqu'ils ont une grande importance dans les agroécosystèmes, qui sont les écosystèmes qui subissent une forte action anthropique. Commençons tout de suite par les fonctions de nutrition. Alors les sous-parties ici vont être selon les structures qui permettent les fonctions de nutrition. L'appareil racinaire qui permet d'absorber l'eau et les ions minéraux, l'appareil foliaire qui permet de faire la photosynthèse, et puis les tiges qui permettent de mettre en relation les deux types d'appareils. On verra à la fin donc que tout ce qu'on va dire est lié au mode de vie fixé et au milieu de vie aérien. Avant de commencer ce grand 1 sur les fonctions de nutrition, il peut être intéressant de faire une rapide histoire de l'évolution des végétaux.
On peut ainsi souligner le fait que les racines, les tiges et les feuilles que l'on trouve chez les angiospermes ici, et tous les stomatophytes d'ailleurs, ce qu'on appelle les cormophytes, sont apparus lors de la sortie des eaux des végétaux. En effet, les algues, qui étaient fondamentalement aquatiques, n'ont pas du tout la même morphologie. Chez elles, toute la surface a accès au CO2, toute la surface a accès à l'eau, aux ions d'ailleurs. Il n'y a pas eu de différenciation de cormus, ce qu'on appelle l'ensemble tiges, feuilles, racines. L'appareil végétatif, on dit que c'est un thalle. Et avec la sortie des eaux, la problématique, elle a été d'accéder au CO2 qui est dans l'air et à la lumière qui est en hauteur vers le soleil, mais aussi d'accéder à l'eau et aux ions qui sont dans le sol. Et ainsi, suite à la sortie des eaux au cours de l'évolution, du fait de la compétition pour la lumière, un appareil foliaire porté de plus en plus en hauteur s'est petit à petit développé. Et les racines sont apparues, permettant à la fois un ancrage dans ce milieu aérien et permettant aussi la capture de l'eau et des ions en profondeur. Et du fait de la séparation spatiale progressive des feuilles et des racines, la tige est apparue, permettant un soutien dans ce milieu aérien qui est peu dense et permettant aussi une mise en relation des feuilles qui apportent la matière organique issue de la photosynthèse et des racines qui apportent l'eau et les ions par le biais des sèves. Alors commençons dans une première sous-partie par traiter de l'appareil racinaire, qui dans la nutrition permet donc l'absorption de l'eau et des ions minéraux du sol. Alors l'eau et les ions minéraux sont dans le sol et sont en faible quantité, ce qui pose un problème pour leur capture par les végétaux, d'autant plus que les végétaux ne se déplacent pas. C'est pas comme un ver de terre qui pourrait, quand il a plus sa matière organique, se déplacer, aller prendre de la matière organique à un autre endroit. Donc finalement un appareil racinaire s'est développé avec des ramifications et ce qui permet donc à la plante d'aller chercher l'eau et les ions qui sont dans le sol. Alors comment se font les échanges au niveau de l'appareil racinaire ? Alors toute la racine n'absorbe pas. L'absorption peut se faire, premier cas, au niveau des poils absorbants. Alors les poils absorbants se trouvent dans la zone pilifère. Quand on fait germer une racine, le bout c'est la zone où il y a les divisions cellulaires, la zone de Mérès, c'est la zone du méristème apical racinaire. Ensuite ici il y a la zone d'oxèse, la zone de croissance des cellules en longueur. Et ensuite il y a la zone de différenciation, où justement les cellules qui sont donc au niveau de l'épiderme, de la racine, quand on fait une coupe transversale, on voit bien, donc l'épiderme il est ici, se différencie justement avec apparition de poils, on appellera cet épiderme le rhizoderme. L'absorption peut se faire au niveau de ces poils absorbants. Alors c'est une surface d'échange typique avec ses caractéristiques classiques, à savoir une augmentation de la surface, et une paroi qui est assez fine. Donc ça optimise l'absorption, l'entrée de l'eau et des ions minéraux. Alors ces poils absorbants sont très importants au tout début, lors de la germination. Par contre, très très vite, l'essentiel de l'absorption va se faire par un autre mécanisme, à savoir par le biais de mycorhizes. Alors qu'est-ce qu'une mycorhize ? Une mycorhize, c'est une association symbiotique entre une racine et un mycète. Un mycète, c'est un champignon, dont la structure est sous forme de filament, comme on le voit ici. Alors il y a deux cas chez les champignons. Soit les cellules sont toutes cloisonnées, soit les cellules ne sont pas cloisonnées. On a une structure cénocytique. Peu importe pour nous, vraiment. Donc ces filaments du mycète qu'on appelle les hyphes, donc vont dans le sol, on le voit ici, et puis vont au contact des cellules. Alors il y a plusieurs sous-cas de mycorhizes, les ecto- et les endomycorhizes, on verra ça dans le cours O5, donc ici ça ne m'intéresse pas, je vais prendre un seul exemple, je vais prendre l'exemple des endomycorhizes ici. On a donc un champignon qui pénètre ici, et qui va, donc il pénètre au niveau des parois ici de l'écorce de la racine, et ensuite il va rentrer à l'intérieur des cellules. Alors sans du tout les perforer, c'est pas du tout un parasitisme, il rentre, il repousse la membrane plasmique, et fait de nombreuses ramifications sous forme d'arbuscules dans cet exemple ici. Alors, quel est l'intérêt finalement, enfin à quoi ça sert ces mycorhizes pour la plante et pour le champignon? On a dit que c'était une association symbiotique. Alors pour la plante, l'intérêt, c'est que les mycorhizes, donc, ils peuvent aller donc très très loin dans le sol. On le voit ici. Donc là, c'est un être, là, c'est pas du tout une fabacée. L'appareil racinaire est représenté ici. Les filaments mycéliens, on les voit, ils vont jusqu'à là. Et donc, ils peuvent aller chercher l'eau et les ions minéraux donc, à des endroits très très distants de l'appareil racinaire. L'eau et les ions rentrent dans les filaments mycéliens et ensuite peuvent aller donc au niveau de la racine et être donnés en partie donc aux cellules de l'écorce racinaire, donc à la plante. Ça permet donc l'absorption de l'eau et des ions minéraux pour la plante, par le biais du champignon du coup. Et à l'envers, la plante va fournir la matière organique qu'elle fait au niveau de ses feuilles, qu'elle emmènera par sa sève et qu'elle donnera aux champignons, car le champignon, comme les animaux, les champignons, ils sont hétérotrophes. Ils ne savent pas fabriquer leur matière organique à partir de CO2. Donc la plante donne son saccharose aux champignons. C'est bien une association symbiotique.
Les angiospermes sont mycorhizés, c'est à peu près 95% quand même. L'absorption de l'eau et des ions minéraux va entraîner un épuisement local du sol. Et donc la nutrition continue ne va pouvoir fonctionner que parce que les racines se ramifient et parce que leur croissance en longueur elle est continue. On parle de croissance infinie. Ça permet d'explorer sans cesse de nouvelles portions de sol. Alors quel est ce mécanisme de croissance continue qui sera abordé en BCPST2? Là j'en vais juste en parler un petit coup, donc je vais prendre cet exemple ici. Je vais prendre l'exemple avec les poils absorbants. Donc ici à T0, donc on est comme ceci. Là il y a les poils absorbants, la zone d'Oxèse, la zone de Mérès. Donc les poils absorbants fonctionnent, ils prélèvent par exemple tous les ions et l'eau, et au bout d'un moment, effectivement, cette portion du sol qui est représentée ici va être épuisée, il n'y aura plus assez d'eau ou plus assez d'ions nitrate par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Il se passe qu'il y a une croissance continue. Le méristème apical qui ici va fournir plein de nouvelles cellules, et ces nouvelles cellules vont subir une oxèse, dans le sens ici vertical. Les poils absorbants vont tomber, et je vais obtenir donc au temps T1, ceci, une croissance en longueur, avec des cellules méristématiques qui se retrouvent en bas, des cellules de la zone d'oxèse et des nouvelles cellules qui étaient avant dans la zone d'oxèse, mais qui maintenant sont dans la zone de différenciation, et qui vont faire des poils absorbants. Et donc maintenant, les poils absorbants vont pouvoir absorber l'eau et les ions ici, et éventuellement donc épuiser cette zone. Mais comme au temps T2 ensuite, ça continue la croissance en longueur, donc c'est repoussé. Donc le méristème apical se retrouve ici. La zone d'oxèse, donc toutes ces cellules ont donné des cellules qui ont subi une croissance sont dans cette zone, puis ont donné des cellules qui se sont différenciées en poils absorbants. La zone pilifère se retrouve à cet endroit, et elle va pouvoir donc finalement accéder à une zone qui n'était pas encore épuisée. Et là, elle va pouvoir prendre l'eau et les ions minéraux, et on fait ça, etc., etc. Ça permet donc d'explorer le sol, et du coup d'atteindre des zones qui ne sont pas épuisées. Alors une fois dans la racine, l'eau et les ions vont gagner la zone centrale, et vont aller dans les vaisseaux et les trachéides du xylème, au niveau de la sève brute. On peut faire notre bilan sur l'organisation fonctionnelle d'une racine. Les fonctions biologiques vont être en vert. Donc l'eau et les ions minéraux sont absorbés au niveau de la zone pilifère ou des mycorhizes. La racine permet l'ancrage, la racine permet l'absorption de l'eau et des ions minéraux, et au niveau du méristème apical, ça permet la croissance continue en longueur. Quand je fais ça en coupe transversale, je peux faire la même chose. L'absorption se fait donc au niveau des mycètes ou des poils absorbants. Il y a un transit qui se fait donc dans le parenchyme de l'écorce, et ensuite ça atteint le xylème pour la circulation de la sève brute. L'appareil racinaire, on a vu, permet l'absorption de l'eau et des ions minéraux du sol. L'appareil racinaire chez les fabacées a un autre rôle, il permet la nutrition en azote. Donc là, je vais aller très vite parce que c'est un rappel du cours B3. Il faut savoir que les fabacées sont capables de faire des associations symbiotiques avec des bactéries qu'on appelle les rhizobiomes, au niveau des nodosités. Une nodosité, quand on la coupe en TP, on voit donc une zone à rhizobium et ensuite un cordon vasculaire. Et donc il y a des échanges entre la plante qui donnera de la matière organique au rhizobium de la nodosité et les rhizobiomes qui vont donner de la matière azotée à la plante, et cette matière azotée pourra ensuite aller dans les parties aériennes via la sève brute. Donc si je fais un petit rappel du cours B3, au niveau donc des nodosités, j'ai des cellules, et dans ces cellules végétales, j'ai des rhizobiomes. Le végétal donc est capable de faire de la matière organique à partir de CO2, il est autotrophe. Cette matière organique peut être donnée à un rhizobium qui n'est pas autotrophe, il est hétérotrophe, rhizobium. Donc ça c'est intéressant pour lui, d'où la partie, c'est pour ça qu'on parle de symbiose. Et en échange, lui, il est capable, rhizobium, de capter le N2, qui est totalement en excès dans l'air, et notamment dans le sol aussi, parce qu'il y a de l'air dans le sol, il y a des lacunes, et cet N2 peut être pris, être réduit en NH3. NH3 servira à faire des acides aminés, qui sont à la base de toute la matière organique azotée, et cet NH3 peut être donné ensuite à la cellule végétale. Et la cellule végétale, elle est capable de gérer le NO3- et le NH3. Donc là, elle est capable de gérer le NH3 et de l'associer à des alpha-cétoacides pour former des acides aminés, et donc de faire sa matière azotée. Ces acides aminés pourront rejoindre la sève élaborée et aller donc au niveau de l'appareil aérien. On a vu donc l'appareil racinaire, passons à l'appareil foliaire. Donc cet appareil foliaire, il permet l'absorption du CO2 et de l'énergie lumineuse à l'origine de la synthèse de matière organique carbonée par photosynthèse. Donc c'est une grosse différence, les végétaux ils sont autotrophes par rapport aux animaux, on l'a déjà dit, et puis l'énergie qui est utilisée pour la réduction du CO2 en matière organique, c'est la lumière, on dit qu'ils sont phototrophes.
Donc tout ce qui va se passer, c'est au niveau des feuilles. Alors, comme pour l'appareil racinaire, la croissance des tiges, les tiges c'est ce qui porte des feuilles, elle est continue. Il y a intervention de méristèmes apicaux. Là, j'ai remis ce qu'on avait vu en TP, la définition d'une tige. Et donc au niveau de, par exemple, de ce bourgeon terminal ici, quand il va se développer, il est à l'origine donc de la tige, des feuilles et des bourgeons. Ce sont les nouveaux organes formés. Et puis il continue autant, donc ça c'est T0 à T1, puis autant T2, il fait la même chose, etc. Donc j'ai une croissance continue en longueur, et j'ai aussi possibilité de développement des bourgeons axillaires. Un bourgeon axillaire ensuite forme une tige feuillée qui a exactement la même structure qu'une tige classique. Bourgeon terminal au bout et des feuilles avec entre feuilles et tiges des bourgeons axillaires. Alors cet appareil foliaire, qui va être le lieu de la photosynthèse, il est porté vers la lumière et par les tiges. Ce qui implique donc l'existence d'un port dressé pour les angiospermes. Et il y a deux mécanismes qui expliquent ce port dressé. Le premier mécanisme, c'est celui du couple paroi-vacuole. Donc la paroi, c'est un exosquelette qui est rigide. Et l'entrée d'eau dans la vacuole va entraîner donc finalement une force de turgescence qui va appuyer sur la paroi qui, elle, va résister. Ça va entraîner une rigidité de la cellule et donc de l'ensemble des cellules et donc de l'ensemble de la tige si ça se passe dans la tige ou dans l'appareil collinaire tout simplement. Et donc ça, c'est responsable du port dressé. Comme on l'avait vu dans le TP quand on avait fait la plasmolyse et la turgescence. Donc quand les cellules sont en plasmolyse, la vacuole n'appuie pas du tout sur la paroi. Les cellules sont flasques et l'appareil végétatif est flasque. On dit que la plante elle est flétrie, elle est fanée en fait. Et quand il y a de l'eau qui rentre, donc là c'est comme dans un tuyau d'arrosage que je mets en surpression, et effectivement ça rigidifie l'ensemble et ça nous fait un port dressé, où là les cellules elles sont toutes en turgescence. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, parce que ça marche bien pour la plante qu'on voit ici, par exemple, mais pour les arbres, c'est totalement insuffisant. Donc il y a un deuxième mécanisme, c'est l'existence de tissus de soutien. Alors les tissus de soutien, il y en a plusieurs types. Il y a le collenchyme, qu'on voit souvent en position sous-épidermique dans les coupes de tiges que l'on peut faire en TP, avec ses parois cellulosiques qui apparaissent roses au carminoverdiodes. Le sclérenchyme, c'est à peu près la même chose, sauf que là, les parois sont lignifiées. On trouve ça notamment au niveau des faisceaux criblovasculaires. Et comme tissu qu'on trouve au niveau des arbres, tissu de soutien, c'est le bois. Donc dans le bois, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les vaisseaux qui permettent, on les voit ici en coupe longitudinale, le transport de la sève brute. Et il y a l'essentiel des cellules, ce n'est pas des vaisseaux. L'essentiel des cellules, ce sont des fibres que l'on a ici. Et les fibres, elles ont un rôle de soutien. Toutes ces cellules sont mortes, elles apparaissent vertes à la coloration carminoverdiodes, qui n'est pas du tout la coloration qui a été utilisée à cet endroit ici. Et donc ces cellules fibres ont une paroi super rigide, très lignifiée, comme le sclérenchyme ici. Et cette lignification, qui est typique des végétaux aériens en fait, permet une grande résistance, et donc la dureté du tissu et donc de l'organe ici, par exemple au niveau d'une coupe de tronc d'arbre. Alors maintenant je vais parler des feuilles. Les feuilles, donc, ce sont le lieu justement où il y a l'absorption du CO2 et de l'énergie lumineuse pour faire la photosynthèse. Alors au niveau des feuilles, on distingue donc plusieurs types de tissus. Alors c'est quoi? Donc ce sont les tissus de revêtement, l'épiderme ici, les tissus fondamentaux qu'on peut distinguer chez les eudicotylédones en parenchyme palisadique et parenchyme lacuneux. Là, les cellules sont toutes bien collées. Là, les cellules ménagent des lacunes où l'air va pouvoir circuler. Et des tissus conducteurs. Ici, xylème et phloème qui sont superposés. L'ensemble des tissus qui constituent ici la feuille ont chacun un rôle particulier. Alors commençons par les cellules du parenchyme palisadique qui permettent justement de faire la photosynthèse. La photosynthèse a lieu dans les chloroplastes, et là on voit, c'est tous les petits points verts ici, les chloroplastes sont très très abondants dans cette cellule qui était notre modèle d'étude du cours B3. Dans les chloroplastes de la cellule du parenchyme palisadique a lieu la photosynthèse. Photosynthèse, donc c'est CO2 donne matière organique, comme le glucose par exemple, C6H12O6. C'est donc une réduction, il faudra des électrons pour faire cette réaction, et cette réaction en plus elle est endergonique. C'est la lumière, c'est l'énergie lumineuse qui va permettre donc d'obtenir de l'énergie, ce qui sera utile pour faire le couplage CO2 donne matière organique qui est endergonique. Et cette énergie lumineuse permettra donc d'obtenir, on verra comment, des électrons qui vont justement donc pouvoir être donnés à CO2 pour faire justement matière organique glucose. Les électrons ne sont pas apportés par la lumière. C'est l'énergie lumineuse qui permet donc d'obtenir ces électrons, voire plus tard. Alors si je regarde dans le chloroplaste, si je fais un résumé de la photosynthèse, j'ai donc au niveau de la chaîne photosynthétique la lumière qui est captée.
Ceci permet, voir le futur cours sur le métabolisme, l'obtention d'ATP et l'obtention d'électrons, qui seront portés par NADPH+. Alors plus précisément, les électrons viennent d'H2O. H2O est oxydé en O2, les électrons passent dans la chaîne synthétique et sont reçus par l'accepteur final NADP+, qui est donc réduit en NADPH+. Donc ça, c'est la première phase de la photosynthèse. Grâce à l'énergie lumineuse, on obtient des électrons et de l'ATP. Et lors de la deuxième phase de la photosynthèse, cet ATP, ces électrons vont pouvoir être donc utilisés pour faire CO2 de la matière organique. Ça, la première phase, c'est la phase photochimique. La deuxième phase, c'est le cycle de Calvin, ça s'appelle. Dans la feuille, nous avons donc un tissu qui est spécialisé dans la photosynthèse, qui est celui-ci, le parenchyme palissadique. A noter que le parenchyme lacuneux, lui aussi, permet de faire la photosynthèse, puisque les cellules sont bien chlorophylliennes, comme on peut le voir ici. Dans la feuille, il y a aussi donc au niveau de l'épiderme, alors souvent l'épiderme qui est dorsal, l'épiderme inférieur ici, la présence d'ouvertures. Ces ouvertures, ça s'appelle des stomates. Et ça va permettre donc l'échange de gaz respiratoires et de gaz photosynthétiques. Par exemple, ça va permettre l'entrée de CO2 par ici, le CO2 qui diffuse et qui va pouvoir aller ensuite dans les cellules du parenchyme palissadique. Ces cellules rejettent de l'O2 qui pourra ensuite sortir au niveau des stomates. Alors les stomates, quand on le regarde vu de haut, sur le schéma ici ou ici sur un épiderme de poireau, on voit que c'est fait de deux cellules qui s'appellent les cellules de garde et au milieu un petit trou qui s'appelle l'ostiole. Et donc en coupe, on a ceci, on a donc les deux cellules de garde. Les cellules de garde peuvent s'accoler pour fermer l'ostiole, ou bien au contraire se séparer, ce qui ménage l'ouverture. Et les gaz, par exemple le CO2, va donc pouvoir rentrer par ici et aller dans l'atmosphère interne de la feuille. Et l'O2 libéré au cours de la photosynthèse, c'est donc un déchet de la photosynthèse, et il pourra, lui, ressortir au niveau des stomates. A noter qu'au niveau de l'épiderme, que l'on soit face dorsale ou surtout face ventrale, il a la présence d'une cuticule. La cuticule, c'est l'ensemble de parois qui est représenté ici, avec des lipides qui permettent donc justement en milieu aérien de limiter les pertes d'eau de la plante vers l'extérieur. Sachant qu'au niveau de l'ostiole, il y aura quand même des pertes d'eau au niveau des stomates. En plus du parenchyme palissadique et de l'épiderme à stomate, il existe d'autres tissus dans la feuille qui ont un rôle important aussi dans la nutrition carbonée. Alors on a déjà un petit peu parlé du parenchyme lacuneux. Le parenchyme lacuneux, c'est un parenchyme avec des lacunes. Et donc ça c'est intéressant quand même parce que les gaz, on avait vu, diffusent bien mieux dans l'air que dans l'eau. Et donc là les gaz, ils vont pouvoir emprunter les lacunes et atteindre très très facilement le parenchyme palissadique. Bien mieux que si le gaz devait passer dans l'eau des cellules jusqu'à atteindre le parenchyme palissadique. Et il y a bien sûr les faisceaux conducteurs qui vont pouvoir prendre en charge la matière organique produite par la photosynthèse et aussi emmener l'eau et les ions minéraux pour ces cellules qui sont loin du sol. Finalement, on peut faire un schéma bilan qui récapitule donc les structures et les fonctions associées au niveau d'une feuille. Donc la feuille, c'est déjà une grande surface d'échange. C'est un organe qui est aplati avec une grande surface de capture des photons. Et quand je la vois en coupe, cette feuille, donc il y a différents tissus. Et ces différents tissus sont associés à des fonctions particulières, que je mets ici en vert. Alors l'épiderme, par exemple, il a un rôle de protection, via sa cuticule protection vis-à-vis de la déshydratation, et il permet aussi, via ses stomates, les échanges gazeux. Le parenchyme palissadique, lui, permet la photosynthèse avec tous ses chloroplastes. Le parenchyme lacuneux permet aussi la photosynthèse et surtout donc la diffusion facile des gaz dans ces différentes lacunes. Et le xylème et le phloème, les faisceaux conducteurs, permettent donc pour le phloème l'apport de l'eau et des ions qui viennent des racines. Et pour le phloème, ça permet la prise en charge de la matière organique, ici en bleu, et son export vers les zones non photosynthétiques. Nous venons de voir qu'au niveau de l'appareil racinaire, donc, il y avait prélèvement d'eau et d'ions minéraux. Au niveau de l'appareil foliaire, il y avait donc synthèse de matière organique. Ces deux appareils étant spatialement distants, il va y avoir dans la plante des corrélations trophiques qui vont s'établir. Alors corrélations trophiques, ce sont des liens nutritionnels entre ces différents organes. Et ça va se faire par le biais des sèves, la sève brute qui va prendre en charge l'eau, les ions minéraux de l'appareil racinaire et emmener tout ça vers l'appareil aérien, et par le biais de la sève élaborée qui va prendre en charge la matière organique synthétisée dans les feuilles et l'emmener au niveau des organes qu'on va appeler les organes puits, par exemple l'appareil racinaire, mais pas que. Ça peut aussi par exemple emmener ça au niveau des bourgeons ou au niveau des fruits, comme on va le voir. Alors commençons par la sève brute. Donc la sève brute, c'est la sève qui va distribuer l'eau et les ions minéraux qui proviennent des racines à l'ensemble de la plante.
elle va aussi, en plus, chez les fabacées, se charger en acides aminés qui sont issus des nodosités. Alors cette sève brute, on peut la mettre en évidence, donc ici au niveau d'une feuille, quand on fait une coupe au niveau du pétiole d'une feuille, on voit que l'eau ici qui est colorée se retrouve dans les faisceaux conducteurs, et si on veut être plus précis, mais là ça ne se voit pas, c'est plus particulièrement au niveau des faisceaux de xylème. Donc dans le xylème que là j'ai en coupe longitudinale, il y a des faisceaux conducteurs, il y a des vaisseaux ou des trachides qui sont les éléments conducteurs du xylème. Alors les trachides que l'on voit ici, donc qui sont annelés ou spiralés, mais ça c'est pas très important, des vaisseaux, qui peuvent être rayés, réticulés ou ponctués. Alors les vaisseaux et les trachides, la différence, c'est qu'au niveau des vaisseaux, il n'y a aucune paroi transversale qui subsiste. Ça fait vraiment une succession de cellules qui forment un tuyau. Au niveau des trachides, il y a encore les parois transversales, là on ne les voit pas, mais il y a encore des parois transversales, donc ils sont moins efficaces que les vaisseaux par exemple, ici. Donc la sève brute circule dans les vaisseaux et les trachides, donc ce sont les cellules conductrices du xylème qui apparaissent vertes après coloration au carminovert diode. Et là, c'est leur sujet, mais comme dans la tige, le xylème et le phloème sont superposés, on voit aussi ici les éléments conducteurs du phloème, qui permettent la circulation de la sève élaborée. Alors, comment circule la sève brute? Donc, il y a un mécanisme principal qui est le soleil. En fait, c'est l'aspiration par le soleil, c'est la transpiration foliaire. Là, je vous renvoie au cours sur l'eau et surtout au futur cours O5. L'idée, c'est comme si j'aspirais dans une paille, et en aspirant dans une paille, je fais monter l'eau dans l'ensemble de la paille. Et les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau ont ici toute leur importance pour garantir la cohésion du filet d'eau dans ce xylème-là. La sève élaborée, elle, va permettre de distribuer les molécules organiques des organes sources qui fabriquent cette matière organique vers les organes puits qui sont les organes demandeurs. Alors ça peut être mis en évidence facilement. Par exemple ici, c'est l'expérience classique, on met du CO2 au niveau de cette feuille, du CO2 qui est marqué, dont le carbone est marqué, et ensuite par autoradiographie, on peut donc visualiser où est le carbone marqué. Au bout d'une heure, il est dans la feuille, sous forme de glucose ou d'autres molécules organiques, saccharose ou glycéride 3-phosphate, peu importe, mais il est incorporé au niveau de la feuille. Et si on attend quelques temps, on va le retrouver au niveau d'organes puits, par exemple ici au niveau de ce fruit-là. C'est bien la preuve que la matière organique synthétisée à partir du CO2 s'est déplacée et s'est accumulée dans cet exemple, à cet endroit-là. Alors la sève élaborée, donc elle est chargée de matière organique au niveau des organes sources, puis ensuite elle est transportée par les éléments conducteurs du phloème, par les tubules criblés, ça s'appelle, et ensuite elle est déposée au niveau des organes puits, par exemple à cet endroit-là au niveau des racines. C'est ce qu'on appelle la décharge. Dans la sève élaborée, la matière organique est transportée essentiellement sous forme de saccharose. Alors ce saccharose, il est donc synthétisé au niveau des cellules sources, les cellules photosynthétiques. Il est synthétisé à partir du glycéride 3-phosphate qui provient de la photosynthèse et du cycle de Calvin. Ce saccharose est ensuite chargé dans le phloème, donc par ce transporteur qui est représenté ici. Alors ici, le transporteur, il est mal positionné, il est sur les deux parois, ce qui est inexact. Le transporteur, il est membranaire, donc je vais plutôt prendre le schéma du dessous. La cellule photosynthétique, elle est ici, le parenchyme palisadique, elle fait son saccharose. Le saccharose, donc, passe par les plasmodesmes jusqu'à cette cellule-ci. Et ensuite, là, elle va être chargée, le saccharose, il va être chargé donc, dans le complexe phloémien, qui est représenté ici en bleu. Et donc, si je zoome au niveau de la membrane plasmique ici, de la cellule compagne, qui fait partie du phloème, je vois donc ce transporteur à saccharose. Le saccharose, donc vous avez vu, il passe contre son gradient de potentiel électrochimique, c'est donc actif. Et c'est possible grâce à un transporteur actif secondaire qui utilise le gradient électrochimique de H+, comme chaque fois, on avait vu ça dans le cours B3 chez les végétaux. Donc il y a une pompe H+ ATPase qui crée ce gradient, et ce gradient est utilisé ensuite pour faire passer le saccharose contre son gradient électrochimique et donc de le charger dans la cellule compagne. Ensuite, une fois dans la cellule compagne, donc, l'empreinte des plasmodesmes se retrouve dans les tubes criblés et va ensuite subir donc, le flux de masse. L'ensemble de la sève donc, circule des organes sources vers les organes puits. Alors le mécanisme de ce transport sera vu dans le cours 5. Donc là, on l'admet. Et au niveau des organes puits, le saccharose, il est pompé, ici, par un transporteur de même type, ou bien, ça va dépendre des végétaux, il peut aussi, quand c'est passif, emprunter tout simplement des transporteurs de la diffusion facilitée.
Petite remarque, on parle d'organes puits, on parle d'organes sources. Alors là, l'exemple qu'on a fait nous à l'instant, c'est que la feuille était un organe source de matière organique et que cette feuille donc mettait de la matière organique dans la sève élaborée et cette matière organique était transportée par la sève élaborée en direction d'organes puits comme les racines ou comme les fleurs. Les organes puits peuvent être des organes puits d'utilisation et d'ailleurs des organes puits de réserve. Certaines racines peuvent par exemple prendre le saccharose et ne pas l'utiliser ou en utiliser partiellement en fait et le reste le transformer en réserve, par exemple pour le passage de l'hiver. Et justement, quand c'est le cas, certaines luzernes par exemple qui sont vivaces sont concernées, et ben à la sortie de l'hiver, l'appareil aérien n'existe presque plus et la racine en fait va déstocker son saccharose, enfin qui était sous forme d'amidon peut-être, mais bon, elle va déstocker ses réserves, par exemple amidon donne glucose plus glucose plus glucose, elle va transformer du glucose en fructose, associer les deux en saccharose, et le saccharose va être mis dans la sève et aller en direction des organes puits. D'ailleurs à ce sujet, il est possible, c'est le cas chez la luzerne, que des fois ce soit mis dans la sève brute. Dans ce cas, c'est la sève brute à la sortie de l'hiver qui est chargée de transporter la matière organique des organes sources vers les organes puits. Alors pour finir sur cette partie concernant les organes sources et les organes puits, on peut noter qu'au cours du cycle de vie d'un végétal, les organes puits peuvent devenir des organes sources et vice-versa. Alors un bon exemple que je vais prendre ici, c'est celui du cycle de vie de la pomme de terre. Alors chez la pomme de terre, donc, le tubercule qui est dans le sol va germer et va donner donc un appareil aérien au fur et à mesure du temps. Ce tubercule est rempli d'amidon, cet amidon est transformé en saccharose et ce saccharose donc est donné à cet appareil collinaire en devenir qui va du coup utiliser cette matière organique pour sa construction. Donc l'organe source est bien le tubercule et l'appareil aérien est l'organe puits. Au fur et à mesure du temps, cet appareil va se développer et les feuilles vont devenir fonctionnelles et du coup maintenant les feuilles ce seront des organes sources à partir de ce moment-là qui vont donc par photosynthèse faire de la matière organique qui sera distribuée aux organes puits, à savoir par exemple ici les fleurs, et aussi les futurs tubercules, qui vont donc prendre cette matière organique et se développer. Tubercules, donc ce sont tubercules collinaires ici, c'est pas de l'appareil racinaire, c'est bien un appareil collinaire, le tubercule de pomme de terre. Donc ce tubercule prend la matière organique et est un organe puits du coup, et utilise ce saccharose pour faire de l'amidon. Il y a croissance des tubercules, et à l'automne, tout cet appareil-là va disparaître, et les tubercules donc maintenant se sont reconstitués et pourront, une fois l'hiver passé, ça c'est le cycle de vie naturel si l'homme n'intervient pas, à nouveau germer et refaire ça plein de fois. Bilan sur les fonctions de nutrition. Donc, on a vu les fonctions de nutrition. Dans les fonctions de nutrition, donc, il y a 3 appareils qui interviennent, l'appareil racinaire, l'appareil foliaire et l'appareil collinaire, les tiges. Au niveau des racines, il y a donc absorption de l'eau et des ions minéraux du sol, et dans le cas des fabacées, absorption aussi du N2 via les nodosités, ce qui permet de faire des acides aminés. Ça, c'est transporté par le xylème au niveau des feuilles, notamment, ce qui permet donc leur apport en ions minéraux, en eau et en acides aminés issus des racines via les nodosités. Au niveau des feuilles, il y a au contraire donc synthèse de matière organique à partir du CO2 par la photosynthèse, et l'appareil collinaire va permettre d'emmener ça aux organes puits, par exemple à l'appareil racinaire. Nous avons donc ici 3 organes qui ont une structure adaptée à leur fonction. La racine, avec sa grande surface d'échange avec l'environnement qui permet l'absorption de l'eau, des ions minéraux et du N2. La tige, qui permet la conduction des sèves, et donc les corrélations trophiques entre les différents organes. Et la feuille, pareil, grande surface d'échange avec l'environnement, ce qui permet donc la production de matière organique carbonée. On peut ici, pour finir, expliciter ce qu'on a vu d'une façon peut-être un petit peu implicite, à savoir que les modalités de nutrition sont liées au mode de vie fixé des végétaux et au milieu de vie aérien. Alors effectivement, il y a un lien avec le mode de vie fixé, ça s'oppose carrément aux animaux. Alors c'est quoi le lien? C'est l'existence de la croissance continue, de l'appareil collinaire, de l'appareil racinaire, qui permet donc d'explorer le milieu, puisqu'il n'y a pas de déplacement possible. La ramification, même principe. Et puis il y a l'aide de symbiotes, notamment au niveau des racines, ce qui permet aussi d'aller chercher donc, les éléments, puisqu'il n'y a pas de déplacement. Le lien avec le milieu aérien, on l'a vu au niveau de l'appareil racinaire, qui permet l'ancrage et qui permet d'aller chercher donc, l'eau et les ions minéraux qui ne sont pas au contact de tout le végétal, mais seulement présents dans le sol. L'appareil foliaire qui s'est développé, ce qui permet d'aller chercher donc, la lumière
et le CO2 qui est dans l'air, et le développement des tiges, qui permet les corrélations trophiques entre les deux types d'appareils qui sont développés en milieu aérien. On peut rajouter qu'on a vu d'autres choses concernant le lien avec le milieu de vie aérien, c'est le revêtement, avec la cuticule hydrophobe au niveau de l'épiderme de l'appareil aérien, des feuilles et des tiges, et la présence de tissus de soutien, et aussi de l'apparition de la lignine chez les trachéophytes, ce qui permet le port dressé dans le milieu peu dense. Chaque fois que vous parlez de lien avec le mode de vie fixé et le mode de vie aérien, il faut faire attention au finalisme, qui n'est pas toléré par les membres du jury au concours. On a donc vu les fonctions de nutrition, passons au grand 2, les fonctions de relation. Alors les végétaux, c'est vrai que quand on les voit comme ça, ils sont fixés, ils sont d'aspect inerte, ça ne veut pas dire qu'ils n'interagissent pas avec leur milieu, pas du tout. Ils sont stimulés constamment par leur environnement, ils sont même capables de capter des informations extérieures, ce qui va provoquer ensuite un effet sur leur vie, comme on va le voir ici. Donc ça, c'est l'objet du grand 2. Alors premièrement, la vie des fabacées peut être influencée par les facteurs abiotiques du milieu. Les facteurs abiotiques, ce peut être des facteurs anisotropes, je vais commencer par eux, du milieu, par exemple la luminosité, la lumière ne vient que d'un côté, ou bien la gravité, dirigée vers le centre de la Terre. Alors ces facteurs anisotropes peuvent être captés par le végétal et peuvent contrôler en réponse la croissance de ces végétaux. Alors le premier exemple, c'est l'exemple du phototropisme, croissance orientée par la lumière. Effectivement, on voit que quand il y a une source lumineuse qui vient par exemple ici de la gauche, les végétaux en germination comme des lentilles ou bien ici l'orchidée vont pousser vers la lumière. Alors, quel est le mécanisme cellulaire sous-jacent? Quand on regarde ce schéma-là, alors là c'est fait sur un étui de poacée qui s'appelle le coléoptile, la tige est à l'intérieur, donc c'est un matériel d'étude historique ceci, qui est très intéressant parce qu'en fait il n'y a pas de méristème associé, et donc on peut bien voir les mécanismes, à savoir, un petit zoom, on voit que quand la lumière donc vient vers la gauche, le coléoptile va finalement aller en direction de la gauche, et on voit que le côté qui est côté non éclairé, en fait, les cellules, vous avez vu, là, elles grandissent à fond par rapport à ici. Il y a une auxèse différentielle, qui est mécaniquement à l'origine de cette courbure-là. Alors comment ça fonctionne? Donc ça, c'est les expériences historiques d'avant les années 1900 avec Darwin et puis les suivants, qu'on peut voir un petit peu en terminale pour ceux qui ont fait ça. Comment ça marche? Alors on va déjà voir ce qui se passe quand la lumière elle est isotrope. Donc quand la lumière elle est isotrope, qu'elle vient de tous les côtés, en fait cette lumière elle est captée par un endroit du coléoptile qui est représenté ici, qui est tout là-haut, qui est l'apex du coléoptile. Elle est captée dans toutes les directions et cette zone-là synthétise de l'auxine en fait. Et l'auxine c'est une hormone justement qui va entraîner l'auxèse comme on va le voir. Et cette auxine donc elle diffuse en fait vers le bas comme ceci en direction de la zone où va se faire la croissance. C'est la zone d'auxèse ici, la zone numéro 3. Les cellules reçoivent cette auxine, et là on a le petit graphique de l'impact de l'auxine sur l'appareil aérien, les tiges ou les coléoptiles. On voit qu'on est dans les positifs, on est dans les élongations. Donc quand je mets de l'auxine, il y a effectivement élongation à cet endroit-là. L'auxine entraîne l'auxèse. L'auxèse, c'est l'élongation de la cellule, c'est la croissance cellulaire. Les gammes de concentration sont ici classiquement. Donc bien sûr que si on en met énormément, ça va entraîner une inhibition, mais ce n'est pas dans les conditions ici naturelles. Si maintenant il y a au contraire un éclairage que d'un seul côté, là l'apex va capter donc la lumière mais que d'un seul côté. Donc là je vais zoomer au niveau de l'apex. Là ce sont des cellules. Sur les cellules en bleu il y a des photorécepteurs. Et donc la cellule qui est côté lumière va beaucoup capter la lumière. Les cellules qui sont plutôt de l'autre côté, donc les photons étant arrêtés par l'apex ici, elles vont recevoir moins de lumière ces cellules. Et donc, après là, je vais aller vite parce que je ne fais pas du tout le mécanisme, je vais juste faire la fin. Ceci entraîne une chaîne de transduction qui fait que l'auxine va migrer en fait en direction du pôle qui n'est pas éclairé. C'est ce qu'on voit ici avec la flèche. Là, la flèche elle est plus grande que ici. Du coup, l'auxine qui est synthétisée là, finalement, elle se retrouve côté ici. Ensuite, elle diffuse. Elle diffuse vers le bas, mais donc ici, côté gauche. Et du coup, les cellules qui sont en position numéro 3 de la zone d'auxèse, ces cellules-là vont recevoir beaucoup d'auxine. Du coup, elles vont avoir une grande croissance. Les cellules qui sont là reçoivent peu d'auxine. Elles vont avoir donc une faible croissance. Et cette croissance différentielle, c'est elle qui entraîne la courbure ici. Donc, il y a intervention de photorécepteurs, d'une chaîne de transduction et d'un messager qui s'appelle l'auxine, qu'on peut considérer comme une hormone ici, synthétisée à un endroit et elle a un rôle à un autre endroit, qui entraîne donc cette auxèse différentielle. Deuxième exemple, c'est le gravitropisme, donc croissance orientée par la gravité.
Alors ici, par l'exercice du cours, on a fait quelques expériences, quelques faits expérimentaux, ce qu'on n'avait absolument pas fait pour le phototropisme. Le premier fait, très rapidement, c'était de montrer que, effectivement, la croissance se fait selon la pesanteur. Quand on modifie la pesanteur ou qu'on va dans l'espace, ben, effectivement, la croissance est modifiée. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme cellulaire, c'est exactement le même que pour le phototropisme. À savoir que les cellules, lorsqu'il y a une courbure phototropique, quand je mets une racine à l'horizontale et donc elle va se mettre selon la gravité, j'ai une courbure et là les cellules ont une faible croissance par rapport à ici ont une forte croissance. On le voit avec les tailles ici. Donc c'est le même mécanisme, auxèse forte, qui entraîne une courbure que d'un côté. On voit que ici que quand on enlève la coiffe, il n'y a plus de réponse. De la même façon que dans le coléoptile, si j'enlève l'apex, je n'ai plus de réponse parce que je n'ai plus la capture de l'information de lumière. Et quand je vais voir dans la coiffe, c'est ici la coiffe, le méristème apical racinaire il est ici, je vois qu'il y a plein d'amyloplastes, qu'on va appeler des statolites. Et ces amyloplastes, ils sont capables de se déplacer spontanément selon la gravité parce qu'ils sont lourds vers le bas. Et quand ma racine, je la mets à l'horizontale, je vois que les amyloplastes se déplacent vers le bas. Le blanc, ce sont les vacuoles ici. Donc ce sont eux qui en fait vont indiquer à la plante où est le bas. On les appelle des statolites parce que c'est un peu le même mécanisme qu'on a dans l'oreille interne, chez les mammifères ou chez d'autres animaux, avec des corps qui sédimentent selon la gravité. Et ensuite, en matérialisant où est l'auxine dans la racine, donc une racine qui est mise vers le bas, l'auxine s'accumule vers le bas. L'auxine, elle vient de l'appareil aérien. Elle s'accumule vers le bas, puis ensuite elle diffuse un petit peu au niveau de l'écorce de l'appareil racinaire, plutôt sous-épidermique. Et quand la racine, par contre, je la mets dans cette position, l'auxine qui arrive de l'appareil aérien vient dans la racine, et là on voit qu'elle s'accumule vers le bas, et elle remonte plutôt de ce côté-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la racine, c'est juste un très bon exemple d'effets différents selon les concentrations. Dans la racine, on le voit ici, dans les gammes de concentration classiques de l'auxine, l'auxine a un effet inhibiteur sur l'élongation. C'est pas du tout comme dans les tiges. Donc l'auxine qui va remonter ici, atteignant la zone d'auxèse, qui est un petit peu plus en arrière, voire le tépéracine, et là les racines elles vont avoir une auxèse inhibée par rapport aux cellules qui sont là-haut. D'où la courbure vers le bas justement. Alors ces quelques faits expérimentaux permettent de proposer donc le modèle du gravitropisme. Quand la racine elle est comme ceci, au niveau de la coiffe, donc il y a perception de la pesanteur, à savoir les statolites, qui sont surtout ici des amyloplastes, donc vont sédimenter vers le bas. En sédimentant, donc, ils vont faire une pression en fait sur l'actine et sur le réticulum, ce qui va entraîner, je ne détaille pas du tout la transduction ici, l'activation de pompes à auxine qui vont mettre l'auxine donc vers le bas. Donc l'auxine s'accumule vers le bas. Et l'auxine ensuite elle va remonter passivement le long de l'écorce, donc indépendamment, de la même façon on va dire à gauche et à droite ici sur le schéma, et au niveau de la zone d'auxèse, l'auxine va être reçue aussi bien à gauche que à droite ici, donc il n'y aura pas de croissance différentielle. Si la racine maintenant la met à l'horizontale, les amyloplastes vont faire exactement la même chose, ils vont se déplacer vers le bas, ça va entraîner donc vers le bas un pompage d'auxine selon les mêmes mécanismes, par une chaîne de transduction non détaillée. Cette auxine donc, du coup, s'accumule vers le bas, qui est ici donc dans la racine horizontale à cet endroit-là. Puis ensuite, elle va remonter passivement. Et du coup, au niveau de cette zone-là, elle va être en plus forte concentration que là-haut. Et du coup, cette zone-là va avoir une auxèse inhibée par rapport à cette zone-là, d'où une courbure. Donc on voit qu'il y a de nombreux points communs avec le phototropisme, à savoir la réception d'un stimulus, donc qui est ici la gravité ou qui est les photons, dans une zone qui va être différente de la zone de réponse. Et donc il y a un messager intermédiaire qui va faire le lien entre cette zone de réception et cette zone de réponse, qui est ici dans les deux cas l'auxine. Par contre, bien sûr, dans un cas, l'auxine, elle active, ou dans l'autre cas, elle inhibe. Ça, c'est un très bon exemple de l'effet de la nature de l'organe cible, en fait, sur la réponse qui va être effective. Vous verrez la même chose avec l'adrénaline, en fait, lorsque vous ferez la régulation de la pression artérielle l'année prochaine. Nous venons de voir que les facteurs anisotropes du milieu contrôlent la vie des fabacées, notamment leur croissance, on a vu l'exemple avec le phototropisme et le gravitropisme, et plus généralement, donc, les facteurs du sol et les facteurs climatiques vont aussi contrôler les différentes étapes de la vie des fabacées.
Alors c'est ce qui est mis en bleu ici. Donc par exemple, la germination est contrôlée pour certaines graines, c'est le cas dans mon exemple ici, par la température. Il faut qu'il y ait eu du froid pour que la graine puisse germer. Et elle germe que quand il y aura de l'humidité. Et puis par exemple, vous verrez l'année prochaine que la floraison, pareil, est contrôlée par la durée du jour, ce qu'on appelle la photopériode. Alors ces différents exemples que je n'aborde pas tout ici, vous en verrez des mécanismes précis, des mécanismes moléculaires, notamment au niveau du contrôle de cet aspect-là du cycle qui est la floraison, par la photopériode et aussi par la température. Alors finalement, ce qu'on peut dire ici, c'est que la plante, elle va donc percevoir le milieu, intégrer les informations climatiques, le froid, la photopériode, etc., ce qui va permettre de synchroniser son cycle de développement sur le cycle des saisons en climat tempéré. Ce qui est un très grand intérêt biologique, puisque ça va permettre d'optimiser le cycle, de protéger les phases fragiles, par exemple les fleurs, qui ne doivent pas geler par exemple, et ça c'est tout en fait en lien avec le milieu aérien, qui fluctue beaucoup par rapport au milieu aquatique. Donc on peut faire un petit bilan sur cette partie-là, c'est que les végétaux donc, sont capables de capter les paramètres du milieu et d'y répondre en modifiant notamment leur croissance et ou leur développement. Alors deuxième point maintenant, de ce grand 2 des fonctions de relation, c'est que la vie des fabacées peut être aussi influencée par les facteurs biotiques du milieu, par les êtres vivants. Alors les êtres vivants peuvent avoir un effet négatif sur les fabacées, par exemple dans le cas d'une compétition, intra- ou interspécifique, dans le cas d'une phytophagie, ou dans le cas de parasitisme. Alors moi je vais prendre un exemple, je vais même prendre 2 exemples de parasitisme ici, où effectivement le champignon Sclerotinia donc, a une influence négative sur ici la vie du haricot, puisqu'il le parasite et il l'affaiblit. Et puis la bruche, c'est un insecte qui va pondre dans les graines de haricots, ce qui a aussi un effet négatif sur la fabacée en question. Alors là, on voit surtout l'action des êtres vivants sur les fabacées, mais dans les fonctions de relation, il y a le terme interaction. Et la fabacée peut aussi avoir une réponse, qui a une action sur ces êtres vivants. Alors, je vais prendre des exemples aussi ici. Dans ce premier exemple concret, on va voir l'effet donc de l'acacia sur les êtres vivants qui l'entourent, à savoir un herbivore et les autres acacias. Alors cet acacia, quand il est brouté par un herbivore, en fait, il va faire une réaction un petit peu de défense, à savoir donc dans ses cellules, il va accumuler donc un composant qui est ici dans la vacuole, qui est de la famille des tannins, qui est très désagréable en fait au goût pour l'herbivore en question. Donc, en se défendant comme ceci, effectivement, en mettant des tanins dans ces cellules de feuilles, l'herbivore, il est venu la première fois, il n'y en avait pas, mais s'il continue effectivement à venir, il va donc tomber sur les tanins et cette plante ne va plus être comestible pour lui en fait. Donc, c'est une réaction de défense. Alors, il y a une influence du coup sur l'herbivore et aussi en plus, il y a une influence sur les autres acacias. Parce que lui, il va émettre donc un messager qui est un messager gazeux, une hormone gazeuse qui s'appelle l'éthylène ici, peu importe, qui va être reçu par les autres acacias du coin, qui vont à leur tour donc répondre en émettant finalement des tanins dans leur vacuole. C'est comme si lui disait aux autres, attention, il y a un herbivore dans le coin, et que les autres du coup font une réponse de défense. Donc là, on a un bon exemple d'action donc d'une fabacée sur les autres êtres vivants. Deuxième exemple qui est ici très intéressant, bien que ne concernant pas les fabacées, c'est l'exemple donc de cette plante ici qui est attaquée par une chenille. C'est une feuille de tabac. Donc la chenille mange à cet endroit-là, ce qui entraîne donc la libération de différents composés pariétaux, par attaque par exemple par la salive. Et ces composés de la salive ou ces composés pariétaux qui sont un petit peu coupés, par exemple des petits morceaux d'hémicellulose qui sont coupés, peuvent être captés par des récepteurs sur la membrane plasmique des cellules aux alentours ici. Ces molécules vont être reçues et vont indiquer en gros aux cellules que il y a eu une attaque par la chenille, quoi. Donc il y a réception, il y a transduction, et ça va entraîner donc une réponse, mise en place donc de voies de défense de la plante. Alors il y a plusieurs voies, il y a des voies de défense directes, par exemple la plante va pouvoir émettre dans le milieu des composés qui sont nocifs pour la chenille, ou la plante elle va pouvoir donc toutes les cellules aux alentours ici se charger pourquoi pas de tanins, ou bien il peut avoir une lignification qui mécaniquement peut aussi embêter la chenille. Bon bref, des voies de défense directe qui ici ne sont pas en programme et ne m'intéressent pas particulièrement. Et il y a aussi surtout, puisque moi je fais les fonctions de relation, une voie de défense indirecte, à savoir donc libération dans le milieu de substances volatiles qui vont attirer en fait cet insecte-là, qui est un prédateur de la chenille. Et du coup, lui il va arriver, et attiré par la plante finalement, et du coup il va manger la chenille. C'est un très bon exemple ici d'ailleurs de coopération. Donc là, on a un exemple de relation interspécifique où l'angiosperme donc, peut communiquer avec des êtres vivants extérieurs, ici cet insecte-là.
Alors justement, je fais une transition, puisque là on a vu les effets négatifs sur les fabacées. Il existe aussi des effets bénéfiques sur les fabacées. C'est notamment le cas lors du mutualisme. On a vu des exemples de symbiose avec Rhizobium et les mycètes des mycorhizes, et des exemples de coopération avec l'abeille qui participe à la pollinisation des fabacées, ou encore avec l'homme agriculteur qui sème les champs de poissées et ensuite les récolte. Alors il y a aussi une communication entre les deux acteurs ici, c'est bien les fonctions de relation. Par exemple, lors de la mise en place de la symbiose avec Rhizobium, il y a une communication. Les cellules nouvellement de racines encore non en symbiose avec Rhizobium vont émettre dans le milieu, c'était le cours B3 ceci, c'est un rappel donc des messagers. Ces messagers sont captés par les rhizobiums libres du sol. En gros, ça leur dit bah, il y a une racine dans le coin. Et eux, en réponse, ils envoient un messager qui est capté par la racine. En gros, ça dit à la racine, le rhizobium il est juste à côté. La racine va répondre à ceci en émettant donc en faisant une élongation de son pôle absorbant, ce qui va capturer les rhizobiums. Les rhizobiums vont ensuite pouvoir rentrer dans le cordon d'infection, ça s'appelle, et coloniser et mettre en place la nodosité. Donc là, on a un bon exemple d'interaction tout à fait en lien avec les fonctions de relation. De la même façon, lors de la coopération insecte-plante, lors de la pollinisation, il y a interaction entre les deux acteurs. Donc la plante va attirer les insectes, elle va faire ça par plusieurs types de signaux, donc des signaux visuels déjà, qui vont attirer les insectes, des signaux olfactifs, des signaux des appâts alimentaires, le nectar qui est représenté ici, qui sert de source de glucides pour l'insecte. Et donc l'insecte peut venir alors directement sur la piste d'atterrissage ici, constituée donc par les deux pétales intérieurs au niveau du genêt, ou bien directement sur l'ensemble des fleurs qui sont ici dans une inflorescence qu'on appelle les glomérules. L'insecte arrive, attiré donc par la structure fleur. En se posant ici, finalement, il va être chargé de pollen. Les étamines ici, où il y a le pollen, donc, vont se mettre sur le dos de l'animal, et donc tout le pollen va se mettre sur le dos de l'animal. L'animal ensuite va partir, va aller sur une autre fleur, et en venant sur l'autre fleur, avec le pollen justement de la fleur précédente, il va faire la même chose. Et on voit ici que aussi, là, il y a le pistil avec le stigmate qui récupère le pollen. Et donc on comprend bien que cette fleur-là, avec l'abeille qui vient dessus, peut effectivement récupérer le pollen de l'ancienne fleur. Donc ça, c'est la pollinisation, qui est un très bon exemple de coopération et donc d'interaction entre ici deux acteurs, la fabacée et ici l'insecte. Bon, finalement, on peut faire un bilan donc sur les fabacées et les êtres vivants qui sont en interaction. Et sur notre figure précédente où on voyait aussi l'importance des facteurs abiotiques dans les fonctions de relation, on peut ici rajouter les facteurs biotiques. Donc on a vu l'exemple des parasites, de Rhizobium, de la symbiose mycorhizienne, de la coopération à l'instant, et bien sûr des phytophages, des parasites ou des compétiteurs au niveau de l'appareil adulte ici. Donc au long du cycle de développement, des facteurs biotiques, des facteurs abiotiques, donc influencent ces différentes étapes et influencent la croissance et le développement du végétal. Bilan sur ce grand 2 désormais. Les fabacées sont donc en interaction avec leur milieu. Le milieu de vie est ici, donc abiotique ou biotique. Il est capté donc par les différents paramètres de ce milieu sont captés par le végétal. Il y a donc une étape de perception des stimuli. Le message est analysé et intégré parce que des fois il y a des messages contradictoires. L'année prochaine, vous verrez le mécanisme. Là, on n'en a pas trop parlé. Vous verrez le mécanisme de l'intégration du message longueur du jour et puis température pour la floraison. Et ceci va ensuite générer une réponse. Alors il n'y a pas de système nerveux comme dans le cas des animaux, mais il y a quand même une analyse, une intégration et une réponse. Cette réponse, ça peut être donc une modification de la vie du végétal, notamment une modification de sa croissance, ce qui lui permet de s'ajuster aux conditions du milieu, avec l'exemple du phototropisme qui est très parlant, par exemple. Et la réponse peut aussi être une influence sur le milieu de vie. Donc influence sur Rhizobium lors de la mise en place de la symbiose, ou sur les autres individus de la même espèce dans l'exemple de l'acacia. Et donc ça influence en retour le milieu de vie. Les interactions au niveau des fonctions de relation de ce grand 2 sont au cœur des enjeux agronomiques qu'on utilise dans les écoles d'agronomie justement, notamment la lutte contre les pathogènes, les parasites, et puis l'impact du réchauffement climatique, etc. etc. Nous pouvons désormais passer au grand 3, dernière grande fonction vitale, les fonctions de reproduction.
La reproduction des fabacées, qui sont des angiospermes, fait intervenir un organe spécialisé qui s'appelle la fleur, qu'on a pu voir en introduction. Cette fleur, après fécondation, va se transformer en fruit qui contient des graines. Ce sont les ovules qui sont à l'origine des graines. Alors, petit rappel rapide de ce qu'on avait vu au tout début, dans une fleur, il y a des pièces stériles et il y a des pièces fertiles. Ces pièces fertiles, ce sont les étamines qui contiennent des grains de pollen, et puis ce sont les carpelles, l'ensemble des carpelles formant le pistil, qui contiennent des gamètes femelles au sein des ovules. Alors concrètement, comment se passe la reproduction en attendant le cours précis de l'année prochaine? Alors, je vais déjà regarder l'histoire des gamètes mâles. Donc, dans les étamines qui sont représentées ici, il y a des anthères au bout. Ces anthères, quand je les coupe, je vois qu'il y a des sacs à l'intérieur, des sacs polliniques. Ces sacs qui contiennent des grains de pollen. Alors, quand je regarde les grains de pollen, je vais zoomer dessus, c'est les petits points qui sont ici. Un grain de pollen, donc, ce n'est pas un gamète mâle. Non, non, un grain de pollen, c'est une structure qui contient deux gamètes mâles. Ce grain de pollen, donc, c'est une grande cellule, c'est celle qui est représentée en rose ici. C'est la cellule végétative, elle s'appelle, peu importe vraiment pour nous. Et c'est aussi à l'intérieur de cette cellule végétative deux gamètes mâles, représentés ici et ici. Ça, c'est un grain de pollen. Et donc, avec le temps, les anthères vont s'ouvrir. Alors, comme on le voit ici, et les grains de pollen vont être libérés. Alors, si je regarde un petit peu au niveau de cette anthère qui est ici, au niveau des deux loges, donc les deux loges à terme peuvent se rejoindre. On le voit ici. Ça, c'est une coupe transversale. Et à cet endroit ici, là, il peut y avoir rupture, comme on le voit ici à gauche. Alors le mécanisme ici, ça se fait pas n'importe quand, ça se fait quand le milieu il est sec. Ce qui est d'ailleurs intéressant puisque les grains de pollen, si jamais il pleut, ils sont ramenés au sol par la pluie et du coup ne vont servir à rien du tout. Alors quand je regarde ici, je vois qu'il y a plein de cellules qui ont des parois en fait qui ne sont pas homogènes selon les faces. Là je prends une cellule ici, là j'ai une paroi très épaisse et là j'ai une paroi qui est peu épaisse. C'est celle qui est représentée ici. Lorsqu'il y a sécheresse, en fait, il va y avoir donc flux d'eau de l'extérieur, c'est la loi du potentiel hydrique, il va y avoir déshydratation, ces cellules vont rentrer en plasmolyse, et les parois ici étant très rigides par rapport à celles ici, en fait la sortie de l'eau va entraîner finalement un petit changement de forme de la cellule, comme on le voit ici. Et comme ces cellules sont toutes reliées les unes aux autres, on le voit ici, et ben si je fais sortir l'eau et je fais pour chaque cellule le même mécanisme, et ben je vais obtenir finalement ceci, donc une petite courbure vers le haut de mon ensemble. Et donc si je le fais sur là, et ben je vais entraîner donc tout ça qui va se courber comme indiqué ici. Et comme ici là j'ai une zone de faiblesse, et ben ça va se déchirer. Ça c'est le mécanisme de la déhiscence, de l'ouverture des anthères. Les grains de pollen donc sont libérés dans le milieu. Les grains de pollen sont transportés par le milieu, par le vent dans le cas de l'anémogamie, ça s'appelle, ou bien par les insectes dans le cas de l'entomogamie. Et les grains de pollen ensuite peuvent être reçus par des stigmates compatibles de la même espèce. Ensuite, ces grains de pollen ils vont germer. Ça veut dire que la cellule végétative, en fait, elle va pousser, pousser, pousser avec les deux gamètes mâles qui sont à l'intérieur. Alors des fois, ils mettent qu'un seul gamète parce que, en fait, les deux gamètes mâles, ils viennent de la mitose d'une même cellule initiale. Donc nous, on va considérer que la mitose s'est déjà faite et qu'on a déjà nos deux gamètes mâles. Ça arrive donc au contact de l'ovule. L'ovule qui est une structure composée de nombreuses cellules. Là, j'ai fait quelques cellules en gris et surtout, j'ai fait deux cellules importantes. Ce sont les deux gamètes femelles, en fait. Et donc, le tube pollinique arrive au niveau de l'ovule, d'un ovule, et en fait, un gamète mâle va féconder cette cellule-là, qui s'appelle le gamète femelle principal ou l'oosphère, et ça va nous donner une cellule œuf qu'on appelle l'œuf principal. Et l'autre gamète va féconder la deuxième cellule, et ça va nous donner une cellule œuf qu'on va appeler cellule œuf accessoire. C'est donc très particulier, c'est très différent de chez les mammifères, déjà dans les termes utilisés par exemple d'ovule, c'est pas du tout un gamète, et ensuite dans le fait qu'il y ait une double fécondation. Ça c'est typique des angiospermes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe que l'œuf principal va subir plein de mitoses et va se transformer en embryon, en future petite plante. Et l'œuf accessoire va aussi se développer par plein de mitoses et va nous donner une structure qu'on va appeler l'albumène. C'est ce qui est représenté ici. Donc l'œuf principal a donné tout ça par mitose. Ce sont des cellules qui sont diploïdes, 2N, les gamètes étant N plus N, une fois que j'ai fait la fécondation, je suis 2N. Et l'albumène, qui est ici, il est issu, lui, de la division de l'œuf accessoire, par mitose. Toutes les autres cellules, elles, finalement, elles vont mourir. Alors pas les cellules qui recouvrent l'ensemble,
qui elles vont au contraire donc un petit peu se multiplier et puis surtout elles vont devenir rigides en fait au niveau de leurs parois et vont former donc ce qu'on appelle le tégument de la future graine, puisque ça finalement ce que j'ai obtenu ici c'est la graine, c'est la transformation de l'ovule après fécondation. Alors chez les fabacées, la partie albumène en fait n'existe presque pas. En fait l'essentiel est pris par ces deux structures. Donc dans l'embryon là j'ai la future racine, j'ai la future tige en gros, et là j'ai deux feuilles qui chez les fabacées deviennent énormes. Ça c'est la même chose, mais ça c'est chez les fabacées et chez d'autres. Mais chez les fabacées donc les deux premières feuilles qu'on appelle des cotylédons, il y en a deux, c'est pour ça qu'on dit que c'est une dicotylédone d'ailleurs, donc occupent l'ensemble de l'espace presque. On le voit bien, quand on prend les petits pois, ces graines de fabacées, eh ben, on arrive à les couper en deux. Là, c'est ce qui a été fait. Sinon, vous prenez des graines d'arachide, les cacahuètes, et on peut aussi les couper en deux. C'est exactement ce qu'on voit ici. Donc, dans ce cas précis des fabacées, l'albumène ne sera pas visible. Donc, voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai résumé donc très très vite, en fait, ce qui se passe lors de la fécondation et lors de la reproduction donc, chez les angiospermes, exemple des fabacées. Sur cette figure bilan, on voit que la double fécondation conduit donc à l'évolution de l'ovaire en fruit, alors plus particulièrement des ovules en graines, et de la paroi de l'ovaire en péricarpe du fruit. Le péricarpe, c'est tout ce qui est autour ici. Alors le péricarpe, il peut être peu chargé en sucre, plutôt lignifié comme on le voit chez le genêt par exemple, ou chez le trèfle ou chez la luzerne, et il peut être aussi bien plus charnu, par exemple chez la tomate ou chez la cerise ou la pêche par exemple. Alors, les graines qui sont ici dans le fruit vont pouvoir être disséminées et donc être dispersées dans le milieu. Alors, la dissémination peut se faire de plusieurs façons. La dissémination peut se faire par la plante elle-même. On parlera d'autochorie. Alors, c'est pas gamie. Gamie, c'est quand on parle de la pollinisation. Chorie, c'est quand on parle des semences, donc des graines ici dans notre exemple, qui sont disséminées. Alors, auto par soi-même. Effectivement, chez le genêt, en fait, il y a une rupture du fruit qui se fait d'une façon abrupte, en fait, ce qui va expulser, par un système de vrille comme ça, expulser les différentes graines qui sont à l'intérieur. Quand on est proche d'un genêt, l'été, on peut entendre ça, on peut entendre la cassure et l'expulsion. Ça peut se faire par le vent. Quand les graines sont très petites, elles peuvent être transportées par le vent. Et ça peut se faire par les animaux. Par exemple ici, donc dans ce fruit de luzerne, là il y en a deux, des fruits de luzerne, il y a des petits pics, et quand un animal passe à côté, ça peut se prendre dans sa fourrure, et l'animal il peut transporter ça, donc le fruit, et donc les graines qui sont à l'intérieur, à un autre endroit. Donc il y a une dissémination qui fait intervenir des vecteurs qui sont les mêmes que pour la pollinisation, à savoir le vent et les animaux. Et il y a aussi l'autochorie ici, on l'a dit. Ces fonctions de reproduction, comme ce qu'on avait vu d'ailleurs dans les fonctions de nutrition et de relation, peuvent être mis en lien avec le milieu de vie aérien et le mode de vie fixé. Les angiospermes sont des êtres vivants à mode de vie fixé. Ça signifie que pour la reproduction, les parents ne peuvent pas se déplacer comme on l'a vu par la vache par exemple, pour la mise en commun des gamètes. Donc ce sont les grains de pollen en fait qui vont se déplacer, qui vont transporter les gamètes mâles vers les gamètes femelles en fait. Ceci va se faire en utilisant le vent et les insectes notamment. Et une fois que l'enfant il est formé, la colonisation du milieu, pareil, l'être vivant ici il est fixé, donc la colonisation du milieu va se faire par la dissémination des graines. Et ça va encore faire intervenir des vecteurs possibles comme le vent ou les animaux. Concernant le milieu de vie aérien, on a vu donc que lors de la reproduction, il y a utilisation donc des caractéristiques du milieu aérien, à savoir la présence de vent et la présence d'insectes qui sont fondamentalement aériens pour la dispersion des grains de pollen. Ensuite, ce milieu aérien, on sait donc qu'il a des contraintes particulières, notamment c'est un milieu desséchant, il a une faible viscosité, une faible densité, il n'est pas porteur. Et donc ça impacte sur les modalités des fonctions de reproduction. Donc là, on a vu que comme chez les animaux, les gamètes, ils sont protégés. Ils sont déjà protégés dans le grain de pollen lui-même. Et ensuite, lors de la fécondation, il y aura donc siphonogamie. Siphonogamie, ça veut dire qu'ils vont être protégés dans le tube, et lui-même, le tube sera protégé dans l'appareil génital femelle, qui en plus va maintenir l'hydratation de l'ensemble en fait. Donc, c'est comme ici la vache, et la fécondation sera interne, au sein de l'appareil génital femelle. Et une fois qu'il y a eu la fécondation, le développement de l'embryon, comme pour la vache, il va se faire à l'intérieur de l'appareil génital femelle. On peut dire qu'il y a viviparité ici. Il y a encore ici une protection vis-à-vis du milieu sec et peu visqueux qu'est le milieu aérien.
Ensuite, les graines, les unités de dissémination, vont être disséminées justement en utilisant parfois la faible densité et viscosité de l'air, notamment lors de l'anémochorie. Et ces graines, ensuite, on peut noter qu'elles sont protégées, là aussi, peut-être en lien avec la viscosité faible du milieu aérien. Enfin, concernant toujours le milieu aérien est un milieu qui est caractérisé par de fortes variations de température, avec la présence de saisons marquées, bien plus que dans l'eau. Et donc on a vu que le cycle de reproduction des végétaux aériens, eh ben, il est lié au cycle des saisons. Par exemple, la floraison se fait à la belle saison, en exploitant les avantages du milieu aérien, la présence d'insectes, la chaleur. Il ne faut surtout pas que ça gèle pour la fleur, sinon on voit bien que quand par exemple les abricotiers ils gèlent, il n'y a plus de fruits après. Les graines sont plutôt libérées dans mon exemple ici en fin d'été et en automne. Ce sont des structures qui pourront passer l'hiver en fait. Ce sont des structures de résistance en fait avec des phénomènes physiologiques comme la dormance que ici je n'ai pas le temps de détailler. Et la germination se fait quand les conditions redeviennent intéressantes pour le végétal à la belle saison. On peut ici faire le bilan de ce grand 1, grand 2, grand 3 sur l'organisation fonctionnelle de la plante. Dans la partie grand 1, nous avons abordé les fonctions de nutrition, qui sont représentées ici en vert. Dans la partie grand 2, nous avons abordé les fonctions de relation, représentées ici en bleu. Et dans la partie grand 3, nous avons abordé les fonctions de reproduction, ici en rose. Dernière petite partie à aborder, les grands 4, qui va justifier l'objet d'étude qui sont ici les fabacées. Grand 4 s'appelle les fabacées ont une grande importance dans les agroécosystèmes. Alors effectivement, les fabacées, d'ailleurs comme tous les végétaux, dans les écosystèmes, ce sont des producteurs primaires qui vont être à la base des réseaux trophiques dans les écosystèmes. Alors quand on parle d'agroécosystèmes, c'est qu'on focalise sur les écosystèmes qui subissent une forte action anthropique. Par exemple, l'écosystème prairie cultivée. Dans le futur cours E4 sur les écosystèmes, nous verrons que les écosystèmes, qui sont constitués donc par l'association des êtres vivants qu'on appelle la biocénose et du milieu environnant qu'on appelle le biotope, et ces écosystèmes donc, sont constitués de groupes fonctionnels, que l'on a ici avec les 3 couleurs. Un premier groupe fonctionnel, c'est le groupe des producteurs primaires, c'est le groupe des autotrophes, qui va faire rentrer donc l'énergie. Alors quand c'est des phototrophes comme des végétaux, donc c'est l'énergie lumineuse qui va rentrer, va faire entrer la matière minérale et la transformer, puisqu'il y a marqué autotrophe, en matière organique. Ça, c'est le groupe des producteurs primaires. Les fabacées, exemple la luzerne ici, font partie de ces producteurs primaires. Et ils vont servir de base aux autres groupes fonctionnels. Alors les autres groupes fonctionnels d'un écosystème, ce sont le groupe ici en bleu, le groupe des hétérotrophes consommateurs, qui vont venir donc, qui sont hétérotrophes, donc ils ne peuvent pas faire CO2 dans la matière organique, ils vont manger de la matière organique, par exemple de la luzerne pour le criquet, ou bien de la matière organique issue d'un animal, par exemple le moineau qui peut manger le criquet, ou le ver de terre. Donc ça, c'est les hétérotrophes consommateurs. Et le troisième groupe fonctionnel qui est ici en rose, c'est le groupe des hétérotrophes décomposeurs. Eux, donc ils sont aussi hétérotrophes, par contre ils se nourrissent de la matière organique morte, issue de déchets ou de cadavres. Par exemple, des feuilles de luzerne, ou des petits morceaux de racines mortes de luzerne, ou bien de cadavres de criquets. Donc eux, ils vont manger ceci, et donc faire leur matière organique à partir de cette matière organique morte. Eux, ce sont le groupe donc des hétérotrophes décomposeurs. On voit bien ici que les fabacées ont un rôle crucial en tant que producteurs primaires, qui permet justement donc le fonctionnement ensuite de cet écosystème. Lorsqu'on va faire les écosystèmes, on verra qu'il y a des chaînes trophiques, ça veut dire des suites d'organismes, où chacun qui constitue le maillon de la chaîne mange celui qui le précède. Par exemple, la luzerne, je vais vous faire une chaîne trophique ici. Donc la luzerne est mangée par le criquet, qui est mangé par le moineau, qui est mangé par l'épervier. Ça, c'est une chaîne trophique. Un réseau trophique, c'est l'ensemble des chaînes trophiques, avec des maillons communs. Là, il y a des maillons communs, on voit bien. C'est pas tout simple, tout en parallèle en fait. Et donc, dans ces chaînes trophiques, on peut retrouver nos groupes fonctionnels de tout à l'heure. Le groupe vert de tout à l'heure des autotrophes, tous les hétérotrophes qui sont ici en bleu, les hétérotrophes consommateurs, et le groupe des hétérotrophes décomposeurs qui sont ici en rose. Les végétaux donc sont les producteurs primaires qui incorporent le carbone minéral dans la matière organique, ce qui permet ensuite tous les réseaux trophiques qui sont représentés ici. Les fabacées, ce sont les deuxièmes productions mondiales
après les poacées, ce qui justifie ici leur étude dans ce cours O2. Les fabacées, en plus de ce qu'on vient de dire, ont de grands intérêts dans les agroécosystèmes. Alors c'est quoi l'utilisation des fabacées? Alors le rôle principal, c'est un rôle de nourriture pour le bétail, puisque les fabacées donc, sont fauchées et peuvent servir de fourrage, de foin, de luzerne et trèfle, qui ont des qualités nutritionnelles intéressantes pour le bétail, comme par exemple pour les vaches. Deuxième intérêt des fabacées, plus pour l'homme ici, c'est un rôle d'alimentation. Alors c'est pas la saucisse qu'il faut regarder ici, c'est plutôt les lentilles qui sont dessous, les haricots, le soja, l'arachide, etc. Donc ça intervient dans l'alimentation humaine. Alors protéique, c'est intéressant par exemple pour ceux qui veulent ne pas manger de viande et ne pas être carencés en acides aminés. Arachide par exemple pour l'huile. Donc deuxième rôle des fabacées pour l'alimentation humaine. Troisième rôle des fabacées, on peut les utiliser au potager en tant qu'engrais vert. Ça veut dire un engrais vert, c'est une plante qui est semée pour enrichir le sol et le protéger. Alors en quoi ça enrichit le sol de semer de la luzerne ou du trèfle au potager? En fait, la luzerne et le trèfle, en poussant, en s'associant avec des rhizobiums, vont pouvoir donc prendre du N2. Le N, il va se retrouver dans le végétal, et quand le végétal il va être fauché et laissé sur place avec les racines laissées sur place qui se décomposent, et tout le N, tout l'azote, va être libéré et se retrouver dans le sol pour la culture, par exemple, de tomates qui va venir après. Donc ça permet de faire un engrais qu'on dit vert. Ça, c'est très intéressant, ça répond aux enjeux actuels de l'agroécologie. L'engrais vert permet aussi de protéger le sol. En faisant une fine couche de luzerne en hiver, par exemple, sur notre potager qui sinon serait nu, ça peut limiter l'érosion et le lessivage, du fait du pouvoir couvrant. Autre rôle, c'est l'aspect plante mellifère. Donc effectivement, les luzernes et le trèfle font des fleurs. Ces fleurs ont du nectar qui est utilisé par les abeilles qui font le miel. Et puis dernier point, c'est la biodiversité. Effectivement, des études montrent qu'un champ, par exemple, de luzerne a une bien plus grande biodiversité qu'un champ de monoculture de poacées comme un champ de blé. Alors effectivement, il y a des fleurs qui attirent des abeilles, qui attirent des papillons, qui elles-mêmes attirent des oiseaux. Et donc ça fait finalement un écosystème qui a une bien plus intéressante biodiversité que, je l'ai dit, un champ culture de poacées par exemple. En conclusion, dans ce cours, on a vu le fonctionnement des fabacées, on a vu qu'il existe les trois mêmes fonctions que chez la vache, que ces fonctions reposent sur des structures qui sont adaptées. On a vu le lien avec le milieu de vie aérien, le lien avec le mode de vie fixé, et on a vu qu'il y avait des relations interspécifiques avec les autres êtres vivants de l'écosystème. À l'oral et à l'écrit, on peut vous demander des comparaisons possibles entre les végétaux et les animaux, entre le cours O2 et le cours O1. Pour finir, je place les fabacées dans la classification phylogénétique des êtres vivants. Donc les critères importants pour nous sont ici représentés en bleu et sont à mettre en relation avec la classification donnée en TP qui est ici.